NT est un homme de 48 ans marié, présenté aux urgences avec de la toux sèche, de la fièvre et quelques courbatures. Il dit aux médecins suspecter une infection au Covid-19, ce qui l'a bien sûr ramené aux urgences où il se trouve actuellement. Le médecin, donc, pour limiter tout risque potentiel, va directement lui prescrire, n'est-ce pas, une culture de gorge qui va tester positif pour le virus SARS-CoV-2. Il a donc effectivement la maladie Covid-19. Étant donné la légèreté de ses symptômes, il va recevoir des prescriptions anti-inflammatoires pour la fièvre et d'autres médicaments pour sa toux. Et bien sûr, sera placé en quarantaine pour la nuit et le lendemain, le 5 avril 2020, il sera déchargé de l'hôpital et avec pour consigne d'appeler si besoin se fait ressentir et effectivement de se mettre en auto-isolation. Ce qu'il va donc faire au moment de rentrer avec son épouse. 5 jours plus tard, MT se représente aux urgences, mais cette fois-ci avec de la dyspnée et la fièvre comme la dernière fois. Inconscient, les médecins vont directement, n'est-ce pas, essayer de le ressusciter. Ils parviennent finalement à le stabiliser après avoir placé un tube dans sa gorge pour l'aider à respirer. Et par la suite, ils vont lui injecter une dose de lorazépam pour l'endormir le temps de comprendre ce qui se passe avec lui. Une fois endormi, le médecin va bien sûr procéder à un examen de routine, un examen général, au bout duquel il se rend compte d'un jaunissement des yeux, ce qui va lui mettre la puce à l'oreille et il va donc demander un examen sanguin direct. Cet examen sanguin qui revient avec la révélation d'une anémie hémolytique. Anémie veut dire, n'est-ce pas, faible présence de cellules sanguines. Hémo veut dire sang pour cellules sanguines. Lytique, digérer, destruction. Donc il a une anémie qui est causée par la destruction de ces cellules. D'autre part, une auscultation, n'est-ce pas, révèle des arythmies cardiaques. Et l'anémie hémolytique et les arythmies cardiaques sont souvent associées dans certaines pathologies, mais laquelle dans ce cas, le médecin va donc interroger sa femme à propos de quelconque historique d'une maladie connue. Cette dernière va dire qu'elle n'en sait rien du tout, il n'a pas signalé une quelconque maladie, un quelconque problème génital ou familier. Cette dernière souligne, n'est-ce pas, que la dernière fois, lorsqu'ils ont été déchargés de l'hôpital, son mari a commencé à stresser et paniquer les jours qui ont suivi. Dans l'hystérie, donc, il a exigé d'elle qu'elle aille en pharmacie de obtenir la fameuse chloroquine qui est dite médicament au traitement officiel de la maladie Covid-19. Dans le jour du devoir et des sentiments attachés à son époux, elle a dû le faire. Elle est allée en pharmacie, elle a obtenu ce médicament du nom commercial Plaquenil. Elle est donc revenue, il a consommé ces médicaments, mais 2 jours après, il a présenté des complications, puis au bout desquelles elle l'a ramené à l'hôpital. Cette information est une information cruciale dans le développement de cette affaire. Le médecin a obtenu explication à bon nombre de symptômes, mais il y a toujours quelque chose qui ne clique pas. Oui, c'est bien vrai, le plaquenil peut causer des complications, à savoir anémie hémolytique, des arythmies et autres, mais tout ceci semble ne pas s'asseoir tous ensemble dans un plat. Et donc, le médecin se demande pourquoi donc la jaunisse et même les arythmies cardiaques. En général, le plaquenil cause une accélération singulière, mais pas des arythmies confondues. Et d'autre part, le plaquenil est un médicament non soumis à des prescriptions médicales, c'est-à-dire tout le monde peut s'en procurer dans une pharmacie, mais à des fins de traitement du paludisme, c'est un médicament plutôt commun, donc il ne devrait pas, si pris à dose normale, causer ce genre de symptômes. Le médecin va donc demander des tests approfondis, incluant un test d'urine, des tests sanguins complémentaires et des tests génétiques.
Mais bien avant que ces derniers ne produisent leurs résultats, MT décroche, son rythme cardiaque s'accélère et sa pression chute drastiquement. À l'ECG, on observe une sorte de fibrillation ventriculaire, le code bleu est lancé et les médecins essaient de le ressusciter, on essaie de le défibriller. Tous les efforts mis en jeu, malheureusement, ne produisent rien. Son cœur s'arrête et le code est arrêté. L'heure du décès est prononcée. Bien après, les résultats du laboratoire reviennent et révèlent que MT est porteur de cette déficience génétique au niveau de la G6PD qui est glucose 6-phosphatase dihydrogénase. C'est une enzyme, n'est-ce pas, très importante dans le métabolisme des cellules sanguines. Autre part, le test d'urine révèle une hypocalémie sévère. Hypo veut dire faible, calémie, potassium. Il avait de faibles niveaux de potassium dans son sang, ce qui explique la chute de la pression artérielle et bien évidemment la fibrillation ventriculaire. Bien, pour comprendre comment tout ceci se lie entre eux, il y a, n'est-ce pas, de la biochimie à comprendre. Si l'on commence par le plaquenil. Le plaquenil est un antipaludéen, n'est-ce pas? C'est-à-dire ça combat les parasites du palu. Ces derniers, comment ils fonctionnent? Lorsque, n'est-ce pas, vous êtes piqué par un moustique, eh bien il y a un cycle de vie qui est suivi. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie du cycle de vie dans la cellule sanguine. Qu'est-ce qui se passe dans la cellule sanguine lorsque vous avez une infection au plasmodium? Eh bien, une fois dans le sang, le parasite du palu cible la protéine qui est, n'est-ce pas, le squelette de l'hématie. C'est l'hémoglobine, n'est-ce pas? C'est la cible du plasmodium. Eh bien, le point qui nous intéresse ici, c'est l'hémoglobine. Dans cette hémoglobine, le parasite du palu n'a besoin que d'une seule partie, la globine, qui est la protéine, la partie protéinique de la molécule. Parce que la molécule est composée d'une partie protéine et d'une partie électrique ou ionique appelée LEM. Cette partie ionique LEM n'est donc pas nécessaire au parasite. Ce dont le parasite a besoin, c'est la globine, la protéine qu'elle va digérer. Mais en contrepartie, l'EM est très toxique pour le parasite, donc le parasite va trouver un moyen de rendre cela non toxique pour pouvoir consommer en paix la globine. Qu'est-ce que le parasite va donc faire? Le parasite va donc biocristalliser cette M en un autre complexe appelé hémozoïde. De cette façon, le parasite peut continuer à digérer la globine sans problème. Mais alors c'est ici que le fameux médicament chloroquine agit. Comment est-ce que cela se fait? Eh bien, lorsque vous prenez de la chloroquine peut pénétrer par simple diffusion dans la cellule sanguine. Et une fois à l'intérieur, la cible de la chloroquine, ce n'est pas le parasite directement, mais la chloroquine va former un complexe avec la globine, la partie protéinique, et va donc être protonée. Ceci va rendre la chloroquine incapable de sortir de la cellule et avec la globine. Ce qui va donc se passer, c'est que pour pouvoir sortir, la chloroquine protonée va devoir fixer, va devoir se lier à l'EM, la molécule d'EM, et ce qui rend l'EM indisponible pour sa biocristallisation par le parasite. Et puis l'EM restera donc en quelque sorte libre dans la cellule sanguine, mais lié à la chloroquine. Dans cet état-là, l'EM est toujours toxique puisque non cristallisé, il est toujours toxique pour le parasite. C'est donc ainsi que la chloroquine parvient à détruire le parasite dans la cellule. Mais le problème ici, c'est que la globine et l'EM ne sont toujours pas liés de retour. La destruction ou bien la lyse des hématies continue toujours. Raison pour laquelle, en général, il est prescrit des suppléments de fer et autres médicaments pour booster la synthèse hématopoïétique
pour accompagner, n'est-ce pas, le traitement paludéen. C'est l'effet que le plaquenil aura. Il va donc compliquer cette anémie hémolytique. D'autre part, n'est-ce pas, il y a cette défaillance génétique au niveau de la molécule G6PD qui est une contre-indication majeure dans la prise du médicament la chloroquine. Il est interdit aux patients avec une historique de G6PD défaillante de consommer de la chloroquine. Ceci pourquoi? Parce que la chloroquine va à la base créer des digestions ou bien des lyses des hématies, et puis si on a en plus de ça une défense de la G6PD, alors on se retrouve dans de beaux draps parce que ça fait deux sources, n'est-ce pas, qui vont causer des anémies hémolytiques graves. Et ceci va diminuer, n'est-ce pas, la capacité totale du sang à transporter de l'oxygène. L'oxygène qui est une denrée très nécessaire, n'est-ce pas, en cas de Covid-19. Covid-19 auquel on retourne, qui est une maladie avec pour caractéristique principale, si on se rappelle, une de la pneumonie et de la fièvre. Pneumonie, ça veut dire généralement les poumons sont remplis de fluide et l'échange gazeux devient très difficile. Le mécanisme proposé, si l'on se rappelle encore, était que le virus à couronne, n'est-ce pas, pénétrait dans le poumon via cette molécule appelée ECA2, enzyme de conversion d'angiotensine 2. Cette enzyme est une enzyme très importante, n'est-ce pas, dans la régulation du système rénine-angiotensine. Ce système qui est un système aussi chargé, n'est-ce pas, de la protection du corps contre certains changements et maintenir la pression sanguine, c'est aussi un de ses rôles. Alors, s'il y a défaillance au niveau du système rénine-angiotensine, ce que l'on observe généralement, c'est une faible rétention de potassium au niveau des reins, ce qui va donc causer l'hypocalémie qui a été observée chez notre patient. Et donc, en gros, si l'on récapitule, MT était porteur de cette défaillance génétique à la G6PD et il ne le savait pas. Il est infecté par le Covid-19 qui pousse le corps à entrer en un mode de chasse absolue à l'oxygène, et le corps est bien sûr en pleine inflammation, et donc ce que MT ne savait donc pas, il a consommé en plus de l'hydroxychloroquine qui vient compliquer, n'est-ce pas, tous ces symptômes. Le Covid-19 recrute presque toutes ces molécules ECA2, ce qui dérange le système rénine-angiotensine et ce qui va causer une perte majeure, une perte très importante en potassium, ce qui va causer baisse de la pression artérielle en couple avec, n'est-ce pas, les anémies hémolytiques qui vont aussi concourir à la baisse de la pression artérielle. Le potassium en niveau très bas va causer des fibrillations ventriculaires. Fibrillations ventriculaires qui sont l'une des causes des morts subites par arrêt cardiaque. Il est très important donc de prendre conscience du danger de l'automédication. Il faut dans tout cas de figure se rendre dans des structures sanitaires afin d'être diagnostiqué proprement et trouver le traitement adéquat à la situation dont on souffre. MT aurait pu peut-être survivre, n'est-ce pas, s'il avait reçu l'attention médicale. Il est dit que le possible mécanisme de traitement de la chloroquine dans cette maladie Covid-19 serait de diminuer, n'est-ce pas, le pH des surfaces cellulaires concernant, n'est-ce pas, les molécules ECA2, ce qui la rendrait donc impossible de se lier aux projections du virus.
Cela aurait peut-être marché dans certains cas, mais il y a des contre-indications, n'est-ce pas, à la chloroquine qu'il faudrait prendre en compte. Ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il est atteint de cette déficience génétique et ce n'est que l'une des contre-indications. Il y a bien plusieurs autres facteurs de prédisposition qu'il faudrait prendre en compte. Raison pour laquelle il vous est demandé de ne pas prendre ces médicaments à la maison ou autre part. Bien vouloir se rendre dans les hôpitaux et avoir l'avis médical avant toute consommation, pas seulement de la chloroquine, mais de n'importe quel médicament. Ils sont à la pharmacie, c'est vrai, mais généralement, il est bien de s'en procurer soi-même juste uniquement après une première prescription médicale. C'est-à-dire, par exemple, je ne me rends à la pharmacie pour prendre tel ou tel médicament que si mon médecin me l'a déjà prescrit avant. Parce que si je ne connais pas ce que c'est que le médicament et je me rends à la pharmacie uniquement leur disant, bon voilà, j'ai de la fièvre, j'ai tel et tel, je veux un médicament. Et puis, bon, à la pharmacie, ils vont vous vendre peut-être sans demander des situations prédisposantes. Vous-même, vous n'en saurez toujours pas tout. Et puis, des complications peuvent surgir. Évitez de vous retrouver dans des situations comme MT. Appelez votre médecin au cas où. Et il n'y a pas lieu d'avoir peur dans cette période de crise d'aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. C'est votre santé le plus important et la santé de votre entourage qui est, ma foi, le plus important. Alors, veuillez bien prendre soin de vous et prenez des décisions qui profiteront au bien de tous, pas juste au vôtre. Portez-vous bien jusqu'à l'autre prochain.